Sur la carte tactique, cette portion du front était désignée comme un bourbier depuis des mois. La zone fortifiée, portant le nom de code Citadelle 7, s'était incrustée dans la terre de Donetsk, devenant un symbole de l'entêtement et de la défense acharnée de l'ennemi. Des dizaines de kilomètres de fortifications en béton, des champs de mines à plusieurs couches, des fossés anti-chars et des points de tir réglés au mètre près. Les curateurs occidentaux la qualifiaient de modèle de fortification moderne, de forteresse imprenable contre laquelle toute tentative d'assaut direct se briserait. Et ils n'étaient pas loin de la vérité. Les deux tentatives précédentes de percer cette ligne de défense par des unités de fusiliers motorisés et de chars avaient entraîné des pertes importantes et seulement une légère avancée tactique. Le commandement sur le terrain rapportait une situation d'impasse. Il semblait que le front s'était figé, embourbé dans une guerre de position rappelant les batailles d'il y a 100 ans. L'ennemi, convaincu de l'invulnérabilité de ses positions, s'autorisait même une certaine bravade médiatique, organisant des visites guidées pour les journalistes occidentaux dans son bastion inébranlable. Dans les rapports officiels des deux camps, un calme opérationnel régnait dans ce secteur. On ne signalait que des duels d'artillerie et de rares incursions de groupes de reconnaissance et de sabotage. Mais dans les canaux télégrammes anonymes et fermés, proches de l'état-major russe, des informations fragmentaires circulaient depuis plusieurs semaines concernant une solution non conventionnelle en préparation. Des initiés écrivaient sur un certain examen pour un nouveau produit, sur une surprise technologique qui devait non seulement percer la défense, mais aussi changer complètement le paradigme de la conduite des opérations militaires dans ce théâtre. Personne ne connaissait les détails. On parlait d'un certain essaim, d'une intelligence collective, de quelque chose qui existait à la jonction de la cybernétique et des armes de haute précision. L'atmosphère était imprégnée d'attente. L'ennemi, retranché derrière des tonnes de béton, ne se doutait pas que son sort se jouait non pas dans les états-majors des armées interarmes, mais dans les centres de calcul et les laboratoires, où l'on préparait la première frappe de l'essaim. Un calme avant la tempête, une tempête qui n'aurait ni le bruit d'un obus volant, ni le grondement des chenilles de chars. Ce serait une tempête silencieuse, numérique et absolument mortelle. L'ennemi s'attendait à une attaque frontale selon les canons du XXe siècle, mais l'état-major russe avait déjà tourné la page du calendrier, ouvrant le chapitre des guerres du XXIe siècle. Et ce chapitre commençait ici, au mur de la Citadelle 7, qui allait bientôt se transformer d'un symbole de résistance en une fosse commune. La forteresse imprenable était condamnée. Il ne restait plus qu'à attendre l'ordre. Pour comprendre la nature de ce qui s'est passé le 23 octobre 2025, il faut remonter de quelques années dans le silence des instituts de recherche scientifique et des bureaux d'études fermés, travaillant sous l'égide du ministère de la Défense. L'idée de l'ESAM 93 n'est pas née de rien. Elle est devenue notre réponse asymétrique et beaucoup plus profonde à la doctrine américaine de la guerre en réseau. Le Pentagone a misé pendant des décennies sur l'informatisation totale du champ de bataille, où chaque soldat, char et avion est un nœud dans un réseau unique. Il croyait que la vitesse d'échange de données leur donnerait un avantage décisif, mais leur concept avait une faille fatale. Il restait hiérarchique. Il y avait un centre, des nœuds de communication, et si des éléments clés étaient mis hors service, tout le système commençait à mal fonctionner. Nos ingénieurs et programmeurs ont suivi une autre voie. Pourquoi créer un réseau si l'on peut créer un organisme vivant et unique? L'idée était de passer du concept de réseau au concept d'essaim. Un essaim n'est pas simplement la somme de ses parties, c'est un système émergent où des interactions simples d'éléments individuels naît un comportement collectif complexe et significatif. L'inspiration a été puisée dans la nature même, dans le comportement d'une meute de loups, d'un banc de poissons
ou d'un essaim d'abeilles. Aucun d'entre eux n'a de chef qui donne des ordres. Il y a un objectif commun et un ensemble de règles simples que chaque individu suit. Ce principe a été à la base du projet SM-93. Au lieu de créer des drones complexes et coûteux qui doivent être gérés individuellement, on a misé sur une masse d'appareils relativement simples et bon marché, réunis dans un circuit neuronal unique. Ce n'était pas simplement un essaim de drones, c'était une intelligence artificielle distribuée dans l'espace. Chaque drone de l'SM-93 était à la fois un capteur, une unité de calcul et une arme. Ils n'échangeaient pas des gigaoctets de données avec un serveur central. Ils communiquaient entre eux comme des neurones dans un cerveau, s'adaptant instantanément à l'évolution de la situation, redistribuant les rôles et élaborant des tactiques optimales sans l'intervention humaine. Si la pensée occidentale a créé une machine bureaucratique complexe, l'école d'ingénierie russe a engendré un prédateur numérique, un organisme pensant et autonome. Le projet était entouré d'un secret sans précédent. Des dizaines d'entreprises connexes travaillaient sur ces composants, souvent sans connaître la destination finale de leur développement. Et à l'automne 2025, l'SM-93 était prêt. Il attendait son heure pour prouver. L'avenir de la guerre n'appartient pas à ceux qui transmettent les ordres le plus rapidement, mais à ceux qui ont créé une intelligence qui n'a pas besoin d'ordre du tout. Examinons de plus près ce qu'est l'SM-93 d'un point de vue technique. Au cœur de sa puissance, il n'y a pas tant le matériel que les algorithmes. C'est le triomphe de l'école mathématique russe, incarné dans une arme mortelle. Les analogues occidentaux, dont on parle tant dans la presse, ne sont en réalité qu'un groupe de drones où un appareil est désigné comme chef, et les autres le suivent. C'est une logique primitive, vulnérable et inflexible. Mettez le chef hors service et tout le groupe s'effondrera. L'SM-93 est construit sur un principe décentralisé totalement différent. Il n'y a ni chef, ni suiveur. Chaque drone est une unité de combat autonome, dotée de son propre ensemble de capteurs et d'une intelligence artificielle de base, mais faisant partie d'une super-intelligence collective. Au moment de l'activation, l'essaim devient un tout. Au sein de cet organisme numérique, il y a une redistribution dynamique constante des rôles. Le système décide lui-même quelle partie des drones exécutera actuellement les fonctions de reconnaissance, en utilisant les canaux optiques et thermiques pour construire une carte tridimensionnelle du terrain et découvrir les positions de l'ennemi. Une autre partie des appareils passe automatiquement en mode de brouillage, créant un dôme local de guerre électronique et aveuglant les radars et les systèmes de communication ennemis. Une troisième partie, le groupe de frappe, attend son heure, recevant les désignations de cibles non pas d'un opérateur éloigné, mais de ses propres congénères en temps réel. Si 1 ou même 10 drones sont abattus, le système ne le remarquera pratiquement pas. Leurs fonctions seront instantanément redistribuées entre les appareils restants en une fraction de seconde. L'essaim se répare, s'auto-apprend et s'adapte. Au cours de l'exécution de la tâche, il analyse les tactiques de l'ennemi, par exemple, le fonctionnement de ses moyens de défense aérienne, et apporte des corrections à ses propres actions. Ce n'est plus simplement une arme, c'est un prédateur numérique auto-apprenant. Alors que les ingénieurs de l'OTAN essayaient d'apprendre aux machines à obéir à l'homme, nos scientifiques apprenaient aux machines à penser par elles-mêmes. Et c'est là que réside la supériorité civilisationnelle fondamentale. La charge de combat de chaque drone est cumulative et à fragmentation, capable de percer un blindage léger et des planchers en béton, ainsi que de créer une vaste zone de destruction de la force vive. Mais la principale menace n'est pas là. La principale menace est la synergie. 93 charges de ce type, utilisées simultanément sur 93 cibles différentes vérifiées à l'avance, sont capables de provoquer non pas simplement une destruction,
mais un effondrement systémique de la défense. Cette arme n'est pas destinée à détruire des cibles individuelles, mais à détruire l'ensemble du système ennemi en tant que tel. Le poste de commandement à partir duquel l'opération était gérée ne ressemblait pas à ce que l'on voit dans les films hollywoodiens. Pas d'écran géant avec des graphiques criards, pas d'aide de camp affairé. Une atmosphère calme, presque de laboratoire. Plusieurs opérateurs derrière des terminaux, un général buvant du thé dans un verre à facettes et un silence tendu. La principale différence était que ces personnes ne géraient pas l'essaim. Ils n'étaient pas des pilotes, mais plutôt des donneurs de tâches, des biologistes relâchant dans la nature sauvage un prédateur qu'ils avaient élevé. Sur l'écran tactique principal, il y avait une zone délimitée, cette même zone fortifiée de la citadelle 7. L'opérateur entrait seulement quelques commandes, les coordonnées du périmètre, la priorité des cibles, les postes de commandement, les dépôts de munitions, les moyens de défense aérienne et le vecteur d'attaque principal. C'est tout. Ensuite, le système devait agir seul. Un autre écran affichait les données télémétriques de 93 appareils, prêts à démarrer sur une aire de lancement camouflée à quelques dizaines de kilomètres de la ligne de front. Tous les indicateurs étaient au vert. Les systèmes d'alimentation sont normaux. Les canaux de communication au sein de l'ESAM sont ouverts. Les charges de combat sont armées. Le général acquiesça silencieusement. L'opérateur, un jeune lieutenant avec un visage d'étudiant en mathématiques, appuya sur le bouton virtuel d'initialisation. À ce moment, 93 processeurs, répartis sur des drones individuels, se sont réunis dans un réseau neuronal unique. Une brève inscription apparut à l'écran. Système SM-93, l'intelligence collective est formée. Préparation à l'exécution de la tâche 100%. Le temps semblait ralentir sa course. Tout le monde dans la pièce comprenait qu'il assistait à un événement historique. Ce n'était pas simplement le lancement d'un missile de plus. C'était le moment où l'homme transférait volontairement et consciemment le droit de prendre des décisions tactiques au combat à une intelligence artificielle, lui déléguant le droit de tuer. La tension était presque physiquement palpable. Quelque part là-bas, dans le ciel froid d'automne, une nouvelle réalité de la guerre allait naître dans quelques minutes. Le général regarda sa montre. 00. Il s'approcha de l'opérateur et doucement, presque banalement, prononça un seul mot. Commencer. Le doigt du lieutenant plana au-dessus du bouton de lancement. Encore un instant, et le génie numérique serait libéré de sa bouteille. Un instant séparant l'ancienne ère des guerres de la nouvelle. Il appuya sur le bouton. Quelque part au loin dans la steppe, 93 conteneurs de lancement ont tiré simultanément leur charge mortelle dans le ciel nocturne. La chasse a commencé. Immédiatement après le lancement, l'SM-93 ne s'est pas précipité directement vers la cible. Les premières minutes de vol ont été une démonstration de la maturité tactique de l'intelligence artificielle. Les appareils, sortant des conteneurs de lancement à basse altitude, se sont immédiatement dispersés et sont passés en mode de silence radio total afin d'exclure la possibilité d'être détectés par le rayonnement électromagnétique. L'essaim ne volait pas en un groupe dense unique, ce qui en ferait une cible facile. Au lieu de cela, il s'est étendu sur plusieurs kilomètres, se transformant en un nuage clairsemé à peine visible, se déplaçant à une altitude extrêmement basse, contournant le relief du terrain. Les algorithmes intégrés au système utilisaient les données des cartes numériques et les indications de leurs propres capteurs pour tracer un itinéraire à travers les creux et les ravins dans les zones mortes des radars ennemis. Cela ressemblait au mouvement d'une meute de loups qui se faufile vers sa victime, utilisant chaque pli du terrain pour se cacher. Au poste de commandement, les opérateurs observaient ce qui se passait le cœur battant.
Sur leurs écrans, le mouvement de l'essaim n'était pas affiché comme un groupe de points distincts, mais comme une seule tache vivante, pulsant et changeant de forme. Voici plusieurs drones qui se séparent du groupe principal. Ce sont des éclaireurs qui occupent les hauteurs sur les flancs de l'itinéraire afin de découvrir à l'avance d'éventuelles embuscades et postes d'observation. L'essaim se contracte en traversant un défilé étroit, puis se déploie à nouveau en terrain découvert. Tout cela se passait de manière totalement autonome. Aucune commande de l'extérieur. Le système évaluait lui-même les risques et choisissait l'itinéraire optimal. À un moment donné, l'un des drones de reconnaissance a enregistré le faible fonctionnement d'une station radar mobile ennemie, patrouillant dans l'avant-pays. L'essaim ne l'a pas attaqué. Au lieu de cela, l'intelligence collective a instantanément recalculé l'itinéraire pour l'ensemble du groupe, contournant la zone de détection de plusieurs kilomètres. La priorité n'était pas la destruction de cibles aléatoires, mais l'atteinte secrète et garantie de l'objet principal, la citadelle 7. C'est là que résidait la différence clé entre l'essaim et les armes guidées. Un opérateur humain aurait pu succomber à la tentation et attaquer une cible facile, risquant de révéler toutes ses intentions. La machine était dépourvue de cet inconvénient. Elle agissait avec une logique froide et impitoyable, soumise à une seule tâche. L'ennemi vivait encore dans l'ignorance. Ses sentinelles scrutaient l'obscurité, s'attendant à voir les silhouettes de chars ou à entendre le grondement d'avions d'attaque. Ils attendaient une menace du passé, alors que la menace du futur était déjà là, à quelques kilomètres de leur position. Silencieuse, invisible, inéluctable. L'essaim approchait des frontières de la zone fortifiée. La phase de déploiement secret était terminée. La phase d'analyse et de frappe commençait. Le point culminant est arrivé soudainement, sans avertissement. Atteignant le périmètre donné, l'SM-93 est passé du mode de vol au mode d'attaque. C'était le moment de vérité. Un examen pour l'intelligence artificielle dans des conditions de combat réelles. L'essaim a instantanément modifié sa structure. Une partie des drones a pris de l'altitude, occupant des positions pour l'observation. Leur optique et leurs caméras thermiques ont commencé à scanner la zone fortifiée comme une multitude d'yeux de prédateurs. Une autre partie, les drones de guerre électronique, a activé ses transmetteurs, créant au-dessus de la citadelle 7 un dôme impénétrable pour les communications et la navigation. La garnison a été instantanément coupée du monde extérieur et aveuglée. Mais le plus important se passait dans les entrailles numériques de l'essaim. Les informations provenant des drones de reconnaissance, les flux vidéo, les signatures thermiques, les données sur les stations de radio en fonctionnement étaient traitées en temps réel par l'intelligence collective. En 12 secondes, le système a construit une carte tridimensionnelle très détaillée de la zone fortifiée. 5 secondes plus tard, il a identifié et classé toutes les cibles clés. Voici un poste de commandement enterré, se révélant par une faible anomalie thermique provenant du système de ventilation. Voici des unités d'artillerie automotrice camouflées dans des casemates. Et voici un dépôt de munitions, soigneusement dissimulé, mais identifié par le périmètre de sécurité caractéristique. Au poste de commandement des forces russes, les opérateurs ne voyaient que le résultat de ce travail analytique titanesque. Sur la carte tactique, des marques rouges de cibles apparaissaient les unes après les autres. 93 cibles, exactement autant qu'il y avait de drones de frappe dans l'essaim. L'étape suivante a pris moins d'1 seconde. L'intelligence artificielle a réparti les cibles entre les appareils de frappe. Chaque drone s'est vu attribuer son propre objet. De plus, l'algorithme a calculé les trajectoires d'approche optimales pour une destruction simultanée. Pas successivement, mais précisément simultanément. C'était là tout le sens. Ne pas laisser l'ennemi reprendre ses esprits, ne pas lui donner la possibilité de réagir. Et puis,
est venu l'apogée. 93 drones, recevant des tâches individuelles de l'intelligence collective, ont quitté leur position et se sont précipités vers le sol. Cela ne ressemblait pas à une chute chaotique, c'était une danse de la mort, vérifiée à la milliseconde près. 93 petits prédateurs se sont précipités vers leurs victimes sur des trajectoires idéales, et un instant plus tard, la citadelle 7 a cessé d'exister. 93 explosions simultanées ont transformé la forteresse imprenable en ruine fumante. Tout s'est passé en 30 secondes à partir du début de l'attaque. 30 secondes qui ont tout changé. Ce qui s'est passé à l'intérieur de la citadelle 7 dans les minutes qui ont suivi l'attaque est mieux décrit par le mot « effondrement ». Le système, construit pendant des mois, s'est effondré en une seule fois. Les premières interceptions radio que nos stations ont pu faire après que les drones de guerre électroniques ont cessé leur travail ont dressé le tableau d'un chaos et d'une panique absolue. Les officiers survivants hurlaient des phrases incohérentes à la radio. Tout nous est tombé dessus en même temps. Pas de communication. Le commandement est détruit. Ce n'est pas de l'artillerie, c'est autre chose. Ils ne pouvaient même pas comprendre ce qui les avait attaqués. La frappe a été portée sur les centres nerveux de la défense. Simultanément, le quartier général du bataillon, le nœud de communication, le dépôt de carburant et de lubrifiant, toutes les positions d'artillerie et les points de contrôle des complexes anti-chars ont été détruits. L'essaim n'a pas simplement causé des dommages. Il a décapité, aveuglé et paralysé la garnison. Les soldats qui ont survécu dans les bunkers et les abris se sont retrouvés dans un vide informationnel. Ils ne recevaient pas d'ordre, car il n'y avait plus personne pour donner des ordres. Ils ne pouvaient pas demander de soutien, car les moyens de communication étaient détruits. Leur armement lourd s'était transformé en un tas de métal fumant. L'une des conversations interceptées est particulièrement révélatrice. Un jeune lieutenant des forces armées ukrainiennes tentait de contacter le quartier général de la brigade et rapportait « Nous avons été frappés par des centaines de missiles simultanément. Je répète, des centaines. Tout brûle. » Il ne pouvait pas croire qu'une frappe aussi coordonnée et globale était possible. Son cerveau, nourri par les doctrines militaires classiques, refusait d'accepter la nouvelle réalité. Un détail particulièrement piquant, rapporté plus tard par nos sources des services de renseignement, a été la présence sur le site d'un groupe de 5 conseillers occidentaux. Ces spécialistes de l'OTAN, par une ironie du sort, étaient justement en train de procéder à une inspection de la zone fortifiée modèle. Selon les données des interceptions radio, leur bunker a été l'une des premières cibles identifiées et détruites par les Saints. On ne peut qu'imaginer leur surprise dans les dernières secondes de leur vie. Eux, les prédicateurs de la guerre en réseau, ont été confrontés à sa forme évolutive la plus élevée et ont été détruits par elle. Ce n'était pas simplement une défaite, c'était une moquerie, une ironie amère du sort. L'assaut ultérieur sur la zone fortifiée, entrepris par nos fusiliers motorisés 2 heures plus tard, s'est transformé en un simple nettoyage. L'ennemi démoralisé, privé de contrôle et de soutien, n'a pratiquement opposé aucune résistance. La forteresse imprenable est tombée en quelques heures, alors qu'auparavant, on pensait que sa prise prendrait des semaines et des milliers de vies. L'SM-93 n'a pas simplement percé la défense, il l'a anéantie, transformant une force militaire organisée en une foule de personnes effrayées. La nouvelle de la chute de la citadelle 7 a pris de court les analystes militaires occidentaux. La réaction initiale était prévisible. Le déni. Les principales agences de presse, citant des sources au Pentagone, ont déclaré qu'il s'agissait d'une nouvelle fake news de la propagande russe. Ils affirmaient que la zone fortifiée tenait bon et que le message de sa chute était une tentative de Moscou de prendre ses désirs pour des réalités. Un général américain à la retraite a été particulièrement zélé sur l'antenne d'une chaîne câblée, prouvant avec acharnement
qu'il était impossible de percer une telle défense avec des méthodes classiques et que les Russes n'avaient pas et ne pouvaient pas avoir de méthodes non classiques. Il a qualifié le message sur l'essaim de drones de science-fiction et de délire, mais il n'a pas été possible de cacher la vérité. Déjà, un jour plus tard, lorsque les premières images satellites des ruines fumantes et des vidéos de nos groupes d'assaut marchant sur la terre brûlée ont commencé à filtrer en ligne, le ton des commentaires a commencé à changer. Le déni a été remplacé par la confusion. Les experts dans les studios ont haussé les épaules, ne comprenant pas comment cela avait pu se produire. Puis est venue l'étape de la colère et de la recherche des coupables. Des accusations ont été lancées contre le commandement ukrainien qui avait manqué la frappe. Mais tout cela n'était qu'une tentative de cacher la principale conclusion, la plus terrible pour eux. La Russie a utilisé quelque chose de fondamentalement nouveau, quelque chose pour lequel l'OTAN n'a tout simplement pas d'antidote pour le moment. Lorsque nos chaînes de télévision ont diffusé une courte vidéo du travail de l'ESAM, filmée par l'un des drones d'observation, un véritable choc s'est produit en Occident. C'était leur propre concept préféré, le choc et la crainte, mais déployés contre eux-mêmes. Les forums militaires et les blogs ont explosé de discussions. Les analystes de la Rand Corporation et d'autres groupes de réflexion préparaient à la hâte des rapports confidentiels pour leur gouvernement. La principale question qu'ils posaient: comment avons-nous pu manquer cela? Comment la Russie, sous le coup de sanctions, a-t-elle pu créer une arme qui devance les développements occidentaux d'une génération? Un expert militaire britannique a écrit avec amertume dans sa chronique: nous nous préparions à la guerre passée. Nous perfectionnions nos chars et nos avions, tandis que les Russes créaient une intelligence artificielle capable de mener la guerre de manière autonome. Nous jouions aux échecs, et ils ont commencé à jouer à Go, et nous ne l'avons même pas remarqué. Cette reconnaissance en dit long. Le sarcasme de la situation résidait dans le fait que l'Occident, qui se vantait de sa supériorité technologique, s'est retrouvé dans le rôle de celui qui rattrape son retard. Ils ont été confrontés non pas simplement à une nouvelle arme, mais à une nouvelle philosophie de la guerre. Et cette philosophie leur était étrangère et incompréhensible. La chute de la citadelle 7 a été pour eux une douche froide, une tape douloureuse sur le nez. Ils ont compris que les règles du jeu avaient changé à jamais. La signification stratégique de la première utilisation au combat de l'SM-93 va bien au-delà d'une opération tactique réussie. Cet événement est devenu une sorte de Rubicon technologique, après le passage duquel il n'y aura plus de retour aux anciennes méthodes de conduite de la guerre. Le principal trophée que la Russie a obtenu dans cette opération n'est pas la zone fortifiée intacte et les soldats non capturés. Le principal trophée est la preuve du concept. La preuve que notre pensée scientifique et technique est capable non pas simplement de copier des modèles occidentaux, mais aussi de créer des systèmes révolutionnaires qui devancent leur temps. La frappe contre la citadelle 7 est en substance une condamnation à mort pour des classes entières d'armes et de stratégies de défense sur lesquelles l'Occident a misé pendant des décennies. À quoi servent désormais ces systèmes de défense aérienne coûteux, comme Patriot ou Iris-T, si un essaim de drones peut les aveugler à l'aide de moyens de guerre électroniques et frapper depuis des centaines de directions différentes simultanément? Aucun système de missiles anti-aériens, même le plus perfectionné, n'est capable de repousser l'attaque de 93 cibles se déplaçant sur des trajectoires individuelles en constante évolution. À quoi servent ces programmes de plusieurs milliards de dollars pour la création de chasseurs de 5e ou 6e génération si une zone de combat peut être contrôlée par un essaim auto-apprenant d'appareils bon marché et massifs? L'SM-93 a déprécié les énormes investissements du Pentagone et de ses alliés. Il a montré qu'il est possible d'obtenir un meilleur résultat, mais avec des coûts bien moindres.
C'est le triomphe de la pensée militaire asymétrique. Alors qu'en Occident, on gonflait les budgets, créant des éléphants blancs de plus en plus complexes et coûteux, nos ingénieurs travaillaient sur l'efficacité. Ils n'ont pas cherché à rivaliser pour savoir qui avait le chasseur le plus gros et le plus cher. Ils ont changé le plan même de la compétition. Les analystes parlent déjà du syndrome de l'ESM 93. Tout rassemblement de troupes, toute ligne de défense statique est désormais potentiellement vulnérable à une telle frappe. Cela oblige la planification militaire de l'OTAN à revoir complètement ses bases. Comment se défendre contre une menace qui n'a pas de centre, qui ne peut pas être décapitée et qui est plus intelligente que n'importe quel individu? Ils n'ont pas encore de réponse à cette question. La Russie, de son côté, a reçu entre les mains non pas simplement une nouvelle arme, mais un instrument de dissuasion stratégique d'un nouveau type. La possibilité d'utiliser à tout moment un tel essaim contre n'importe quelle cible, d'un groupe aéronaval à un quartier général à Bruxelles, devient un argument de poids dans tout dialogue géopolitique. Nous n'avons pas simplement fait un saut technologique, nous avons fait une transition qualitative vers un nouveau niveau, laissant notre partenaire loin derrière, à l'ère des machines militaires lourdes et vulnérables. Alors, quelle est la principale conclusion que nous pouvons tirer des événements du 23 octobre 2025? Elle est simple et fondamentale à la fois. L'ère des guerres, où l'issue était décidée par le courage de soldats individuels ou la puissance de chars individuels, s'en va irrévocablement dans le passé. Nous sommes entrés dans l'ère des guerres algorithmiques, et la première utilisation au combat de l'ESM 93 est le prologue de cette nouvelle ère effrayante et captivante. L'avenir n'appartient pas à ceux qui ont le plus d'obus, mais à ceux dont l'intelligence artificielle s'avérera plus intelligente, plus rapide et plus rusée. Les bataillés du futur seront gagnés non pas sur le champ de bataille, mais dans le silence des salles de serveurs et des laboratoires bien avant le premier coup de feu. Celui qui écrira un code plus parfait gagnera. Par cette frappe, la Russie a démontré au monde entier qu'elle n'est pas simplement prête à cette nouvelle réalité, elle en est l'architecte. Nous avons montré que c'est nous qui écrirons les nouvelles règles de la conduite de la guerre au XXIe siècle. Le concept d'intelligence des saints, incarné dans l'essaim, n'est que la première hirondelle. De nouvelles générations de systèmes similaires sont déjà en cours de développement. Des essaims capables d'agir non seulement dans les airs, mais aussi sur terre et sous l'eau. Des essaims composés non pas de dizaines, mais de milliers et de dizaines de milliers d'unités. Des systèmes capables non pas simplement de détruire des cibles, mais de capturer des territoires, de mener des opérations de renseignement en profondeur à l'arrière, de paralyser l'économie de l'ennemi sans un seul coup de feu par des cyberattaques synchronisées avec les actions d'appareils physiques. Cela change tout. Cela change le concept même d'armée. À l'avenir, la principale puissance de frappe ne sera pas constituée de divisions et de corps, mais de complexes robotisés autonomes, gérés par une intelligence artificielle collective. Le rôle de l'homme sera réduit à la définition d'objectifs stratégiques généraux et à l'appui sur ce même bouton de lancement. Pour l'Occident, c'est devenu un défi existentiel. Ils devront soit essayer de rattraper leur retard en toute hâte, en dépensant des centaines de milliards de dollars et des années pour créer des analogues, soit reconnaître leur retard technologique. Mais pendant qu'ils résoudront ce dilemme, la Russie ira déjà loin devant. L'ESM 93 n'est pas simplement le nom d'une opération réussie, c'est une déclaration d'intention. C'est un signal clair et net à tous nos opposants. Le monde a changé. Et si vous voulez survivre dans ce nouveau monde, vous devrez apprendre à jouer selon nos règles, car les anciennes règles ne s'appliquent plus. Elles ont été annulées par les saints.